Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission Fimeco Walter France. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la formation continue. Et nous avons la chance de recevoir Laurent Bernazeau, conseiller formation à la CCI Rochefort et Saintonge. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Nous allons essayer, aujourd'hui, je ne sais pas si on va arriver, de simplifier ce qui se passe au niveau de la formation continue, qui est un véritable outil pour les entreprises et leurs collaborateurs. Alors, est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, donner une définition de la formation continue? Qu'est-ce que ça peut très concrètement apporter aux dirigeants? Alors, la formation continue, c'est un peu dangereux de vouloir en apporter une définition parce qu'aujourd'hui, elle est tellement large. Euh, D'ailleurs, la définition de l'action de formation a été revue très récemment. Elle était très encadrée par une vision plutôt académique de l'enseignement, une vision classe avec un formateur qui apportait des connaissances. Aujourd'hui, on a revu cette définition de l'action de formation en étendant son champ par ce qui peut se passer avant la formation, c'est-à-dire du positionnement de la personne, connaître son niveau, éventuellement des diagnostics de situation de l'entreprise, dans quelle situation se trouve l'entreprise à un instant T et qu'est-ce qu'on peut faire en matière de formation derrière. Et puis éventuellement, on peut aussi, derrière l'action de formation en tant que telle, envisager de l'accompagnement, de l'entraînement, des mises en situation. Donc, il y a avant, pendant et après. Donc, aujourd'hui, l'action de formation, elle est beaucoup plus large qu'on l'avait autrefois en tête. Alors, cela fait 18 années que tu es conseiller. Alors, ton titre précis, c'est conseiller compétences et formation. Oui, Ça fait donc 18 années que tu travailles dans ces dispositifs qui ont bien changé, avec notamment plusieurs réformes de la formation professionnelle, et notamment la dernière qui a un petit peu redistribué les cartes. Est-ce que tu peux nous parler de cette réforme et de ses conséquences au quotidien pour les dirigeants? déjà, il faut qu'on pose un petit peu le contexte actuel. On est dans une situation un peu de changement profond de la société. Il y a des révolutions technologiques qui arrivent en nombre assez affolant. Il y a d'abord ce qui se passe sur le champ de l'Internet. Dernière en date évolution, c'est la 5G. Il y a des évolutions qui concernent aussi tout ce qui est aujourd'hui industrie, avec l'usine 4.0, la robotisation, les révolutions qui sont liées à la transformation écologique, la révolution verte. Euh, il y a d'autres aspects qui sont aujourd'hui, qui commencent à devenir aussi très présents dans notre quotidien, qui sont l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de digitalisation, de réalité virtuelle, de big data. Voilà, tous ces éléments-là d'évolution de l'économie et de la société amènent à des profonds changements des métiers. Il y a des études qui indiquent que d'ici 2030, 85% des métiers qui existeront à cette époque-là n'existent pas aujourd'hui. Donc, ça laisse peu de place aux métiers d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va y avoir des évolutions importantes et la formation, elle est là pour essayer de combler ce fossé qui existe entre ce qui va se passer dans quelques années et ce qui se passe aujourd'hui en termes de métier. Alors, il est vrai en plus que toutes les entreprises doivent s'adapter en continu, hein. C'est un maître mot en ce moment dans ces périodes difficiles, complexes. Donc, la formation prend toute sa part dans ces transformations, dans ces bouleversements que nous connaissons tous aujourd'hui. Oui, alors il y a une réglementation qui est arrivée assez. Alors là, il y a des réformes régulières du champ de la formation professionnelle. Ça a commencé dans les années 70 avec l'obligation pour les entreprises de cotiser une part de leur fonds pour réserver cela à de la formation de leurs collaborateurs. Il y a eu plusieurs réformes qui se sont déroulées. Il y en a à peu près une tous les 5 ans. La dernière en date, date de 2018. C'est la réforme qui s'appelle la loi concernant la liberté de, ça y est, j'ai monté le mot, la liberté de choisir son avenir professionnel. Euh, qui indique bien le champ de cette loi, c'est-à-dire de donner aux collaborateurs, aux personnes, une initiative sur le champ de la formation. Et il y avait surtout aussi une autre loi qui, préalablement, avait été passée en 2017, qui concernait la loi travail. Donc, le but de tout cela, c'est quoi? C'est d'abord de préparer effectivement ces enjeux des années qui viennent d'évolution des métiers. Et puis, on a quand même un constat actuel, c'est qu'on a quand même, par rapport à nos partenaires
mondiaux, européens, un déficit en matière d'emploi. Donc on voit bien qu'on a énormément de chômage dans notre société et qu'il fallait trouver des solutions aussi pour résorber ce chômage. Donc, il y a des décisions qui ont été prises par le gouvernement actuel qui donc, concernent la loi travail et la loi sur la réforme de la formation professionnelle est venue prolonger. Il y a eu un premier acte et il y en a eu un deuxième en 2018 et c'est vraiment un bouleversement très profond de la formation professionnelle. Donc là, on a fait un peu le constat des enjeux, de l'intérêt pour les dirigeants, leurs salariés, les demandeurs d'emploi de se former pour se mettre à niveau, pour répondre aux nouveaux enjeux. On va essayer d'être pragmatique, très concret dans cette interview Fimeco Walter France aujourd'hui, en prenant si l'on veut, des cas concrets. Voilà, donc moi, je suis par exemple pour les dirigeants qui nous écoutent, on va commencer par eux, après on parlera de leurs salariés. Alors, comment ça marche? Je suis dirigeant, je suis patron d'une TPE. Souvent, je me dis, j'ai pas trop le temps, hein, parce que le quotidien est chargé, fourni. Et pourtant, c'est important de se former. Donc, j'ai trouvé une formation qui m'intéresse. Alors, comment je peux faire pour le financement? À qui je m'adresse? Est-ce que c'est l'organisme de formation que tu es qui s'occupe de tout? Est-ce que je dois avoir alors ce qu'on appelle pour moi, l'AGFIP ou l'AGFIS, pardon, si je suis commerçant, ou d'autres structures, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut déjà structurer un petit peu l'approche? D'abord, ce qui est important de se dire, c'est que quand on est dirigeant, on doit être exemplaire. Donc, si on veut que ses collaborateurs évoluent, s'adaptent au monde de demain, il faut commencer par évoluer soi-même, s'adapter soi-même à ces changements. Donc, il est important que les dirigeants se forment. Donc, il y a effectivement des possibilités qui sont liées en matière de financement, hein, parce que c'est vrai que se former, c'est du temps accordé. Il n'y a plus de production dans l'entreprise, hein, tout simplement. Donc, c'est bien d'être aidé sur ces sujets-là. Et donc, les travailleurs non salariés, hein, dirigeants d'entreprise, peuvent bénéficier de ce qu'on appelle de financement des fonds d'assurance formation, les FAF. Alors, il y en a actuellement 7 pour les dirigeants. Les principaux, c'est l'AGFIS, hein, qui concerne les métiers des services et du commerce. Vous avez le FAF CEA, hein, qui concerne les artisans. Hein, toute entreprise immatriculée au registre des métiers va directement se financer. Un dirigeant va se financer sur le FAF CEA. Le FIF-PL, il y a un fonds pour la pêche, il y a d'autres fonds pour les métiers de la santé. Voilà, il y en a 7 en tout. Alors, l'idée générale, c'est que quand on est en questionnement là-dessus, c'est déjà de trouver le bon interlocuteur qui peut vous aider. Donc, ça, c'est demander à des conseillers comme moi, éventuellement, quels sont les fonds d'assurance qui concernent votre entreprise. Ce n'est pas très compliqué. On peut se débrouiller aussi en allant tout simplement sur les plateformes de tous ces opérateurs, quand on les a identifiés. Ou on peut, pardon, je te coupe, on peut demander à son comptable. On le sait bien ici chez Fimeco Walter France. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ce sont les mieux placés pour savoir effectivement où se trouvent les affectations de fonds de la part de l'entreprise. Et oui, d'aller se renseigner après sur les plateformes de ces organismes-là pour voir si on est effectivement dans la ligne de financement de ces organismes-là et voir après quelles sont les conditions parce que chacun a tout ça chaque organisme a sa vision des choses, a des critères de prise en charge par jour, par heure, des enveloppes, voilà. Tout ça, c'est très caractérisé. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage de la prise en charge ou c'est mission impossible? Alors, ça, c'est mission impossible. C'est mission impossible parce que ça dépend vraiment il y a au cas par cas. On est de plus en plus sur du cas par cas. Nous, au niveau de la CCI, on travaille beaucoup avec la GFIS qui propose, donc ces commerces et services, hein, qui propose ce qu'on appelle des mallettes du dirigeant. Ce sont des formations ce sont des appels d'offres que lance la GFIS auxquels on peut répondre. Et ce sont des programmes qu'ils ont définis eux-mêmes avec des durées et des contenus. Et nous, on est chargé de les mettre en œuvre. L'avantage, c'est que le dirigeant n'a pas d'avance de trésorerie à faire quand il participe à ces formations-là. C'est directement un paiement qui se fait de la GFIS vers la CCI. Donc, c'est intéressant parce que ça ne fait pas de trésorerie perdue. Mais ça, c'est une spécificité de la GFIS. FIFPL fonctionne autrement. Le VIVEA, qui est pour le secteur agricole, fonctionne autrement. Et souvent, il y a aussi des opérations collectives, hein, qui sont menées par ces fonds d'assurance formation qui proposent aussi des actions auxquelles les dirigeants peuvent
s'adosser collectivement. Mais ce sont souvent des demandes individuelles, au cas par cas. Alors, il y a juste un point récent qui est intervenu, c'est que depuis quelques mois, les travailleurs non salariés ont aussi accès à ce qu'on appelle le compte personnel de formation, qui vient enrichir les possibilités de financement de formation. Et là, c'est vraiment un dispositif qui est tout à fait particulier, puisque là, c'est une plateforme sur laquelle, qui est une plateforme gouvernementale gérée par la Caisse des dépôts et consignations, sur laquelle vous allez vous enregistrer avec votre numéro de sécurité sociale. Donc, il y a une traçabilité de tout ce que vous avez fait auparavant. Si vous avez été salarié avant d'être dirigeant, il y a une traçabilité de votre parcours et des fonds qui ont été éventuellement captés sur ce compte-là. Donc, vous voyez apparaître une somme qui est disponible et que vous pouvez mobiliser, alors sur des actions spécifiques, mais que vous pouvez mobiliser très rapidement. Et on peut trouver ces formations à proximité, ce qui est très important pour éviter d'aller dans des formations qui sont trop loin, qui sont perturbantes en termes de temps, de délai notamment. La crise sanitaire là, qui vient de nous impacter depuis mars 2020 a mis en avant cette difficulté qu'il y a à se libérer du temps, effectivement, au quotidien pour aller se former. Et avec cette crise de Covid, on a découvert qu'effectivement, les outils de formation à distance pouvaient être aussi des solutions pertinentes. Alors, elles ne remplissent pas tous les critères d'éligibilité à une formation de qualité, mais on les remplit pas mal. Alors, donc là, il y a effectivement une évolution qui est en train de se faire au sein des organismes de formation pour digitaliser, mettre à disposition les formations. Là, on parle de classes virtuelles, on parle de blended learning qui mélange effectivement du présentiel, donc des formations qui se font sur site avec des formations distancielles. On parle de synchrone asynchrone. Synchrone quand on est en situation temporelle de l'instant, et puis asynchrone quand vous pouvez le soir tranquillement en rentrant chez vous, vous loguer sur une plateforme et puis faire vos formations. Voilà, il y a plein d'évolutions techniques qui arrivent pour justement permettre de libérer cette contrainte de la proximité. Un atout pour nos organisations de formation, nous, Cécile, puisqu'on avait émaillé le territoire de manière très, très importante, que justement les dirigeants puissent avoir accès à des formations de proximité, perdre peu de temps pour se déplacer et aller en formation. Voilà. Maintenant, il y a d'autres solutions, effectivement, le distanciel qui monte en puissance. Alors, ceci étant dit, on ne remplacera pas forcément la relation humaine qu'il y a dans des stages en présentiel, mais ça contribue à enrichir l'offre de formation. Juste une question depuis la crise du Covid, est-ce qu'on est capable de dire le pourcentage de formation en distanciel par rapport au présentiel? Non, compliqué d'avoir des chiffres. Ce qui est clair, c'est que les grandes entreprises, alors le distanciel, il est plutôt bien adapté au gros volume. C'est-à-dire que quand vous mobilisez des moyens techniques pour faire du distanciel, c'est vrai que c'est intéressant de le faire sur des gros volumes de personnes à former. Et c'est plutôt l'apanage des grandes entreprises. Donc, elles ont effectivement réagi. Il y a aussi eu pas mal d'entreprises qui ont eu des activités qui se sont ralenties, voire cessées. Donc, il y a eu des dispositifs de chômage partiel, voire de situations longues de chômage partiel. Et dans ce cadre-là, l'État avait mis à disposition des entreprises la possibilité de recourir à un fonds, qui est le fonds du FNE, qui permet de financer des formations, et à l'origine réservé à des entreprises qui sont en forte reconversion de leurs activités et qui là a pu être mobilisé pour former, pour que les entreprises puissent financer la formation de leurs salariés qui étaient en chômage partiel. Donc oui, il y a eu dans ce cadre-là une forte utilisation des formations à distance, sachant qu'en plus on était coincé par le confinement, donc il fallait bien trouver des solutions. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions pertinentes qui existent pour les travailleurs non salariés. Leurs salariés maintenant, donc là, on est dans les OPCA qui sont devenus des OPCO, des OPCO. Ce sont les jargons du monde merveilleux de la formation continue. Il y a 11 OPCO, c'est cela, en fonction des activités des entreprises? Oui, alors on est dans une logique longue de simplification du dispositif de formation professionnelle. Si on remonte un petit peu dans le temps, il y avait un peu plus de 140
OPCA, hein, organisme paritaire collecteur agréé. La précédente loi les a réduits à un peu plus de 22, 23, je crois, OPCA. Et la nouvelle loi qui a été mise en place et qui s'est vraiment réalisée en avril 2019, maintenant, il n'y a plus que 11 structures qu'on appelle des OCO, opérateurs de compétences. Alors, c'est un profond bouleversement pour eux parce que on leur a vraiment attribué des missions très différentes. Avant, ils étaient collecteurs de fonds et ils accompagnaient les entreprises pour la mobilisation de ces fonds. Aujourd'hui, ils sont chargés de 2 missions principales, on va dire 3 missions principales. La première, c'est de s'occuper de l'alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, qui était avant financé par les régions. Maintenant, c'est des OPCO qui s'en occupent. La finalité de tout cela, c'est de rapprocher le plus possible l'alternance de l'emploi, hein, de vraiment mettre en phase les branches professionnelles et l'apprentissage pour faire des choix judicieux de formation qui débouchent sur de l'insertion professionnelle. Ils ont eu une autre mission aussi de s'occuper des entreprises de moins de 50 salariés, hein, ce qu'on appelle les TPE. Hein. Donc, essentiellement, les fonds mutualisés aujourd'hui qui descendent de l'État ne peuvent plus être mobilisés par les plus de 50, donc ils sont réservés aux moins de 50 salariés. Et c'est le rôle des OPCO de faciliter l'accès à ces fonds de financement pour les salariés des entreprises de moins de 50 par 2 solutions. Hein. C'est d'accompagner sur le terrain les entreprises dans leur choix de formation, mais c'est aussi de mettre à disposition des plateformes là aussi digitales qui permettent un accès facilité et puis des commandes de formation très simples. Et puis, ils ont une troisième mission, ils en ont d'autres, mais ils en ont une troisième, c'est de faire de l'observation de ce qui se passe sur l'emploi, où se situent sur les territoires les besoins en emploi, les nouveaux métiers qui vont émerger. Voilà. Donc là, ils ont une grosse partie aussi études. Ils font remonter à un organisme maintenant qui centralise, qui est un nouvel organisme, un nouvel acteur au niveau de l'État qui s'appelle France Compétences, donc qui est un organisme qui a été mis en place et qui, lui, supervise tout ce déploiement de la formation professionnelle, qui flèche les fonds de financement sur le CPF, sur le plan de développement des compétences pour les demandeurs d'emploi. Il finance les conseillers en évolution professionnelle. Voilà, donc France Compétences est vraiment un organisme très important. Alors, c'est un organisme qui est contrôlé par l'État, mais qui a 5 collèges, 2 collèges concernant les représentations syndicales, patronales et salariées, les régions, et puis un ensemble d'acteurs tels que les chambres de commerce qui peuvent intervenir sur ce domaine-là. Donc, France Compétences est vraiment devenu le pilote de la formation professionnelle en France. Donc toi, Laurent, tu es bien placé au quotidien, à proximité des dirigeants, de leurs salariés. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, le top 3 ou le top 5 des formations demandées par les entreprises? Est-ce qu'il y a des sujets d'actualité plus que d'autres? Alors, on a peu d'études depuis quelques années. On manque un peu d'études sur la formation continue. C'est la DARES qu'on a la charge. Par contre, on a des données aujourd'hui dans la mise en œuvre du CPF. Donc, la Caisse des dépôts et consignations a fait une étude précise des demandes de formation qui lui remontent. Et le top 3, c'est quoi? C'est les formations bureautiques. C'est essentiellement être capable de se mettre en phase avec aujourd'hui les problématiques de digitalisation des entreprises, le traitement des données numériques, donc beaucoup de bureautique. Moi, pour ma part, en tant que conseiller en formation, je fais beaucoup de formations à Excel. Excel qui est vraiment l'outil qui permet de faire du traitement de données, que ce soit au quotidien dans une entreprise de commerce et services ou dans une entreprise industrielle. Quand on a un ERP, il déverse très souvent un tas de données qu'on ne peut traiter qu'avec Excel. Le deuxième, c'est les formations en langue. Voilà, beaucoup de formations en langues étrangères. Je parle CPF parce que CPF, c'est aussi des formations qui sont certifiantes. Hein. C'est vraiment le point important. CPF, il faut que ce soit des formations certifiantes qui aboutissent à une certification, un format de diplôme. Et puis après, les usages qui se font du CPF par les salariés, c'est beaucoup de bilan de compétences. Voilà, BAE, bilan de compétences. Voilà, ça, c'est un peu le top 3 des choix de formation. Mais ça évolue en permanence. Les salariés sont en train de s'emparer de ces outils-là. Hein. Il faut savoir que le CPF, la plateforme qui aujourd'hui permet de commander de la formation sur son smartphone, elle est opérationnelle depuis janvier 2020. Hein. C'est tout récent.
Et la crise de Covid n'ayant pas aidé au déploiement de ces outils-là, on est vraiment dans des choses qu'on est en train d'observer et de découvrir au jour le jour. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont en évolution sur ces sujets-là. Comment un dirigeant ou un DRH qui s'occupe de cette question dans son entreprise peut s'assurer que l'organisme de formation qu'il va contacter travaille vraiment sur la qualité, a vraiment un engagement qualité? Comment s'en assurer au quotidien? Il est important effectivement de se poser la question. Effectivement. Donc la France Compétences, dont je vous expliquais la mission, a une autre mission aussi, c'est de s'assurer du système qualitatif des organismes de formation. On est quand même sur un marché réglementé. Donc si vous voulez bénéficier des fonds de financement public, que ce soit CPF, plan de formation, venant des OPCO, venant des demandes de Pôle emploi, si vous voulez bénéficier de ces fonds, il faut être agréé par Calliope. Donc là, l'agrément a été repoussé pour début 2022, mais tous les organismes de formation doivent aujourd'hui être certifiés Calliope, qui est un système de certification tout à fait conventionnel, de type ISO, avec des critères qualitatifs. Et tous les organismes doivent être, à l'horizon de janvier 2022, doivent être certifiés. Ils devaient l'être en janvier 2021. La crise du Covid a permis de repousser cette date butoir. Mais un organisme de ce type-là, s'il est Calliope, vous pourrez travailler avec lui. S'il ne l'est pas, il y a effectivement l'impossibilité de financer ces fonds de formation publics. Et puis, on peut se poser effectivement à terme la question de la qualité du prestataire. Il est vrai que bon nombre d'entreprises reçoivent des sollicitations, beaucoup par mail notamment, donc c'est toujours bien de s'assurer de la qualité de son prestataire et également de continuer à jouer la proximité. C'est un élément important aussi dans la formation, j'imagine. Oui, parce que la proximité, c'est aussi de l'information. Il faut savoir que c'est pas si simple que ça. Le premier problème qu'on rencontre dans la formation, c'est déjà de choisir sa formation. Déjà, faire le choix de l'organisme, faire le choix du thème, de la modalité. Est-ce qu'on le fait à distance? Est-ce qu'on le fait en présentiel? Tous ces sujets-là sont très, très importants. Alors, il ne faut pas se voiler la face. Depuis la réforme de la formation professionnelle, il y a un tel bouleversement du système qu'il y a un tas d'entreprises un peu malignes qui se sont mis sur ce marché-là pour bénéficier effectivement de cette manne financière. Il faut être très prudent dans les choix que l'on fait. Donc, il faut s'assurer effectivement que d'abord, on choisit un organisme de qualité et puis après, qu'on choisit le bon dispositif, la bonne modalité de formation. Donc là, il faut se rapprocher des conseillers du coin. La CCI, dans ses antennes, par exemple, a des représentations qui permettent effectivement de s'assurer de quelques éléments de conseil sur les choix que l'on fait en matière de formation. Moi, c'est mon boulot au quotidien. On peut se rapprocher de son comptable, on peut se rapprocher de tous les acteurs qui environnent l'entreprise sur ces sujets RH qui sont très importants et faire les bons choix. Voilà. Accompagner de toute façon le choix du dirigeant ou le choix du salarié sur sa formation, c'est important. Question très technique concernant les délais. Bien souvent, on entend parler de dirigeants qui font des demandes de formation, c'est pas pris en charge, c'est trop tard, il vaut mieux s'y prendre à l'avance, il vaut mieux faire un plan formation. La formation, ça se… Alors, chose, à moins que ce soit rapide ou qu'on ait besoin de formation dans l'immédiat, mais je pense qu'il faut s'y préparer. Il y a un plan de formation, faut définir Alors, un calendrier. il y a un cadre, légal concernant la formation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les entreprises doivent mener, je dis bien toutes les entreprises, doivent mener des entretiens professionnels. Les entretiens professionnels, c'est réglementé, c'est tous les 2 ans. Tous les 6 ans, on fait un bilan avec le collaborateur et on détermine sur la base de 3 critères, est-ce qu'il y a eu formation, est-ce qu'il y a eu certification de la personne ou est-ce qu'il y a eu évolution professionnelle ou évolution salariale. Tout cela est réglementé. Ce bilan, il est obligatoire. Aujourd'hui, il y a même un impératif pour les entreprises de plus de 50 salariés puisqu'il y a des sanctions qui sont prévues si les entretiens professionnels ne sont pas faits et si on n'atteint pas les objectifs. Alors, cette période-là que l'on vit aujourd'hui est transitoire. L'exigence n'est pas, je dirais, n'est pas
complètement, totalement appliquées. Mais il y a quand même des risques qui sont importants sur les entreprises de plus de 50, puisque c'est des sommes des abondements correctifs qui se feront sur le CPF qui sont de 3 000 € par salarié. Donc, il vaut mieux s'en préoccuper. Là, il y a un délai qui a été repoussé au 30 juin pour justement mettre en place dans les entreprises de plus de 50 salariés ces entretiens professionnels et ce bilan à 6 ans. Donc, on part de l'ancienneté du salarié et tous les 2 ans, entretien pro et tous les 6 ans, bilan. Pour les moins de 50, il n'y a pas de sanction aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'effectivement, ça peut être un élément discriminant dans une situation de conflit au prud'homme où si vous n'avez pas réalisé vos entretiens pro, ben, vous êtes tout de suite un peu le vilain canard dans l'histoire. C'est un état d'esprit, l'entretien professionnel. Ce n'est pas une contrainte, c'est un outil qui permet de faire le point sur les actions, les missions, sur les formations à venir Oui, entre je pense un qu'il est. dirigeant et ses collaborateurs. Il faut le voir comme ça. Oui, alors souvent, moi, j'ai des dirigeants de TPE qui me disent, mais moi, je suis au contact de mes salariés en permanence, je prends le café tous les matins. Je leur dis, attention, l'entretien professionnel, c'est un moment privilégié. C'est un moment où on s'arrête, on se met dans un bureau, on se pose. C'est plus le quotidien. Voilà, on réfléchit, on fait un bilan de ce qui s'est passé dans l'année, des évolutions attendues par la personne, de ses envies, d'évolution, ses attentes vis-à-vis de la formation. On a l'obligation de parler du CPF, on a l'obligation de parler de ces entretiens professionnels et de ces évolutions qui sont attendues, qui doivent être formalisées d'ailleurs. Il faut formaliser l'entretien, il faut l'écrire pour avoir une trace. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Et très souvent, quand les entreprises le mettent en place, d'abord, c'est un peu compliqué pour le dirigeant, forcément, qu'il le met en place, ou ses managers. Mais on se rend compte que ce n'est pas aussi forcément simple pour le salarié de participer à ce genre d'événement-là, parce qu'il faut se mettre en posture de réflexion sur soi-même et sur ses envies d'évolution. Mais on se rend compte que quand ça a été fait une fois, après, les gens ont du mal à s'en passer. Voilà. Et quand on ne peut pas les assurer, ça devient compliqué pour le dirigeant et le salarié de s'en passer. Donc, il faut investir sur ces entretiens pro. C'est très important. On a beaucoup évoqué dans le cours de cette interview qui arrive presque à sa fin, à la formation continue. On va quand même aborder, si tu le veux bien, la formation initiale, l'alternance, qui est un accès direct, je dirais, à l'emploi. On le sait bien. Ça fera sûrement l'objet d'une autre émission Fineco Walter France, mais peut-on aborder aussi cette question majeure Oui, oui, de l'alternance? ça fait partie des éléments très, très importants de la réforme de la formation professionnelle. Donc, comme je disais, avec cette prise en main de l'apprentissage et de la professionnalisation par les OPCO, opérateurs de compétences, donc les branches professionnelles, avec une logique d'emploi derrière, d'insertion professionnelle. La volonté, effectivement, c'est de rattraper nos principaux concurrents sur les marchés internationaux en matière de formation par alternance, la référence étant l'Allemagne. On a quand même des évolutions d'effectifs qui sont importantes en 2019, plus 16% d'effectifs apprentis. Cette année, l'État a fortement financé l'apprentissage, les contrats de professionnalisation. Il y aura certainement à terme d'ailleurs une convergence apprentissage-contrat de professionnalisation. Et a fortement aidé aussi l'emploi jeune avec des primes qui sont apportées. Pour un apprenti qui est majeur, la prime d'embauche d'un apprenti non majeur, c'est 5 000 € et 8 000 € pour un apprenti majeur. C'est quand même des sommes qui permettent quasiment d'annuler l'effet salaire sur la première année d'un contrat d'apprentissage. Donc, c'est plutôt intéressant parce que ça laisse le temps à l'entreprise de former son collaborateur pour ensuite pouvoir assumer plus facilement le salaire de la deuxième année. Donc, c'est un bon moyen de recruter, de former ses futurs collaborateurs. Je pense que les entreprises l'ont compris, sachant que ça fait déjà quelques années qu'on a une problématique de recrutement qui est récurrente. Moi, je ne rencontre pas une entreprise depuis quelques années qui ne me parle pas de problématique de recrutement. Donc, voilà, les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation sont vraiment des superbes outils pour anticiper, préparer les recrues de demain.
Merci Laurent d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions sur la formation. En résumé, on peut dire que des solutions existent pour les dirigeants, pour les salariés. Il faut en parler bien sûr aux collaborateurs comptables, aux associés de Fimeco, Walter France, et puis bien sûr aux partenaires locaux des organismes de formation, les CCI, les chambres de métiers, tous ceux qui sont à proximité. En tout cas, merci Laurent d'avoir répondu à ces questions. Belle continuation. Beaucoup de formations encore à venir. Oui, on espère. On On espère bien espère. sûr. On espère une année 2021 plus calme pour faire un peu plus de formation en présentiel parce que c'est quand même aussi en termes de proximité ce qui est le plus simple à mettre en œuvre. Mais ceci étant dit, voilà, les évolutions du moment font que le distanciel est un très bon outil. D'ailleurs, les OPCO se sont largement investis dans ce sujet-là et proposant aux TPE des solutions distancielles très, très intéressantes. Donc, des solutions existent à proximité et c'est tant mieux pour tout le monde. Merci Laurent. Quant à vous, chers dirigeants de Fimeco Walter France, merci encore une fois d'avoir suivi jusqu'à la fin cette émission. Et on se trouve rapidement, très bientôt, pour un… Oh, je me suis planté, c'est pas vrai. Merci Laurent d'avoir participé à cette émission. Et quant à vous, chers dirigeants de Fimeco Walter France, on se retrouve très rapidement pour un autre sujet, pour une autre interview. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.